Bonjour, merci à la SHF, pour cette, invitation. Évidemment, l'actualité depuis un an a soudainement, poussé, mis en avant le Nord-Pas-de-Calais qui d'habitude n'est quand même pas une, un territoire de référence pour des très grandes inondations et des très grands événements météorologiques. Mais, justement, on va expliquer un petit peu, pourquoi comment ça fonctionne et pourquoi ça a un tel impact médiatique aussi. Enfin, tout au moins, je vais donner ce qui est mon explication. Je vais voilà, vous êtes les photos qui sont là, c'est pas moi qui les ai prises, c'est l'équipe de journalistes de BFM, TV Lille, une jeune équipe qui m'a demandé d'intervenir à 2 reprises et qui du coup, en échange, m'a refilé ces 2 images. Moi, je me suis pas amusé à tirer des images d'inondations, mais on voit là-dessus le site en haut, du Touquet, juste au sud de l'estuaire de la Canche et en arrière-plan, l'hélicoptère est à peu près a fait à peu près demi-tour, pas tout à fait, mais presque et regarde en amont, en bas à gauche, vers Étaples. On voit que le lit mineur est totalement plein, les bas-côtés sont pleins également et il y a l'aérodrome du Touquet qui est aussi en arrière-plan et on a l'impression, à voir cette image-là, que les habitations ont respecté le lit majeur et on va voir que le problème n'est pas vrai partout, enfin la situation n'est pas vraie partout. Bon, alors, pour reprendre, un élément, pardon, du problème, c'est cette carte qui a été publiée en 1992. Ça, certes, 92, ça évoque la loi sur l'eau au début de l'année, mais il y a eu, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu la réalisation de cette carte des zones inondables et qui a fait psychologiquement un effet, terrible, qui n'est pas encore, totalement effacé et comme je l'ai marqué là, beaucoup d'élus sont très, très, très méfiants par rapport à ces travaux là. Quel est le problème? Évidemment, la situation, la constitution, morphologique et hydrographique du territoire fait qu'effectivement, il y a beaucoup de zones qui sont inondables, qui sont menacées d'inondation et qui le sont à plusieurs reprises. Vous retrouvez dans la partie ouest ici toutes les rivières dont on va parler, à propos de ce qui se passe depuis un an. Il faut savoir aussi, pour les gens qui ne connaissent pas bien la région, que le Nord-Pas-de-Calais, en dimension, en surface et en démographie, c'est à peu près l'équivalent du Danemark. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a une forte densité d'habitation et d'occupation d'intérêts, activités économiques et que du coup, il y a une très, très forte sensibilité. Et le deuxième élément que m'inspire cette carte, c'est que, comme je l'ai marqué ici, la mémoire est un matériau extrêmement volatile parce que depuis un an, on a entendu nombre d'élus, certes, qui n'étaient pas en poste, en fonction en 92, mais nombre d'élus qui soutiennent que c'est jamais arrivé, on n'a pas de référence, et cetera. Donc on passe là-dessus et on va s'occuper maintenant de ce qui s'est passé depuis un an pour essayer de comprendre les déterminants de ce qui s'est passé. Le le raisonnement que je tiens, moi je suis géologue et je ne tiens qu'à un raisonnement strictement scientifique et géologique. J'ai certes évoqué des enjeux sociétaux et économiques bien sûr, mais c'est pas mon objet. Donc je reste sur une logique strictement scientifique, géologique et pour avoir une inondation, là, il faut 3 conditions. La première condition, c'est un aléa météorologique. La carte de Météo France que Météo France a réalisé ici pour la période la première quinzaine de novembre 2023 montre que l'aléa météorologique, c'est effectivement une zone de pluviométrie forte qui a été quasi stationnaire sur ce que j'appelle la deuxième condition, c'est-à-dire un relief, une topographie. Ce relief, c'est ce qu'on appelle ici l'anticlinal du Boulonnais.
C'est un relief qui, pour la région, est important, qui frôle les 200 mètres. Et les hauteurs d'eau qui sont tombées, ne sont pas non plus exceptionnelles comparées au régime méditerranéen. Mais, pour la région, c'était d'autant plus exceptionnel que cet aléa est arrivé après quasiment 18 mois de temps sec et où on n'avait plus de pluie vraiment importante. On va parler à plusieurs reprises de l'anticlinal boulonnais, et puis de la plaine maritime qui est ici et en arrière-plan, la Flandre intérieure qui est ici. Alors, heu, pour en terminer avec l'aléa météorologique, voici de quoi avoir quelques références. J'ai mis ici un diagramme de la station de l'île Léquin, la station météo de l'île Léquin sur une année, qui vous donne à peu près une idée du régime, habituel, du cumul. Et on voit que par rapport aux références antérieures, effectivement, l'année, a été un petit peu forte et surtout en novembre. Et ici 3 points, 3 sites, qui vont nous intéresser. Vous avez repéré que l'anticlinal du Boulonnais, il est à peu près ici orienté nord-ouest, sud-est. J'ai donc un point vers le nord, c'est du côté en descendant sur le versant nord, en descendant vers la plaine maritime. Un point à l'intérieur du Boulonnais ici et un point sur le versant sud de l'anticlinal du Boulonnais. Même chose, vous voyez que l'année 2023 a été quand même pas mal sèche et que le mois de novembre a été brutalement un réveil un petit peu douloureux. Les hauteurs de pluie tournent généralement aux alentours du mètre, entre 1000 et 1200 millimètres. Et là, par endroits, c'est passé au-dessus quand même à cause de cet excès supplémentaire. Et donc, ce qui compte, c'est effectivement, bien sûr, je le dis pour vous, c'est évident, mais c'est pas forcément évident pour tous nos interlocuteurs. Ce qui compte, c'est pas l'absolu de la hauteur d'eau ou de l'intensité, c'est effectivement le ressenti des gens. Et s'ils n'ont pas ce ressenti, eh ben, effectivement, ils peuvent prendre des décisions par rapport à l'occupation du territoire qui est important. Et j'ai évoqué mes 3 conditions. La première, j'ai dit l'aléa météorologique, la deuxième, la condition de relief et la troisième condition, eh ben, c'est justement l'état du sol, la couverture du sol, non seulement sa composition et sa structure géologique, mais également ce que l'espèce humaine en a fait, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Et c'est là qu'on va voir comment les problèmes se sont produits. Alors, cette image-là nous a été fournie par les collègues de l'AGUR, l'agence d'urbanisme de Dunkerque, avec l'université du temps libre de Lille. On avait organisé, et puis la Société géologique du Nord, on avait organisé une visite sur les Watringues en avril 2023, justement pour essayer de- de- d'analyser, de voir un certain nombre de points critiques, etc. Et heu, Xavier Tchaïkovski avait, un projeté cette image-là qui tout de suite m'a fait m'a fait tilter tout de suite parce que j'ai dit vraiment cette image, cette vue cavalière est absolument superbe parce qu'elle permet de voir tout ce qui intervient, tous les acteurs qui interviennent sur ces thématiques d'inondation. Le premier facteur, c'est la géologie et donc le relief, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'anticlinal. Le deuxième facteur, c'est, les variations du niveau marin avec plusieurs raisons. Les variations, dues aux marées bien sûr, mais des variations dues aux houles, aux tempêtes et puis les variations statiques, classiques. Le troisième facteur, c'est les aléas météorologiques, je ne reviens pas dessus et puis, enfin, l'action du vivant. Et là, attention, moi, c'est une attitude personnelle, tout le monde n'apprécie pas, je sais, mais tant pis. L'action du vivant, moi, je ne fais pas de distinction, je n'exclus pas l'espèce humaine de l'ensemble des espèces vivantes. Toutes les espèces vivantes, animales et végétales, sont à prendre en considération et participent
à l'évolution de l'interface entre la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. Et donc, en ce qui concerne l'espèce humaine, évidemment, on est une espèce qui dispose d'une capacité à se doter d'outils qui vont augmenter sérieusement son pouvoir d'intervention par rapport à toutes les autres espèces. Et en particulier ici, on voit bien que cette région-là, c'est un estuaire entre Saint-Omer à l'amont, Dunkerque, Calais ici, pour la partie française, parce que ça se poursuit en Belgique et aux Pays-Bas. Et cet estuaire, eh bien, il a une vie, il s'est rempli et il se trouve, pour des raisons économiques compréhensibles bien sûr, il se trouve que beaucoup d'activités humaines se sont mises dessus. Mais évidemment, avec les variations statiques, le niveau du rivage varie au cours du temps, même au cours des temps historiques et du coup, il y a du coup, ça entraîne pas mal d'adaptations nécessaires et en particulier depuis 1000 ans, à peu près 1000 ans, l'homme s'est vraiment installé sur l'ensemble, petit à petit, sur l'ensemble de ce territoire et bien entendu, sur ce territoire-là, ce qu'on appelle la plaine maritime, il y a eu du travail agricole, bien sûr, qui a été fait puisque c'était la première ressource et du coup, il a fallu concevoir, et ça a pris du temps, un système de drainage des terres agricoles qu'on appelle les wateringues et qui a été initié vraiment à partir du XIe siècle, au moment où de la dernière régression importante, naturelle qui s'est faite et mais qui n'a atteint sa technicité qu'à la fin du XVIIe siècle avec l'ingénieur Koberger qui a mis au point un système le système de pompage et de découpage du territoire qui fonctionne actuellement. Et moi, ce que j'arrête pas de répéter depuis, surtout avec cette visite d'avril, c'est que, c'est très facile pour tous ceux qui ont la parole facile de dire et d'accuser les wateringues, de dire que c'est insuffisant, c'est obsolète et cetera. Mais, c'est c'est un ouvrage de drainage et là, depuis un an, ce qu'on lui demande, c'est de fonctionner comme ouvrage régional d'assainissement en évacuant les trop-pleins d'eau qui arrivent non seulement de la plaine maritime, mais de l'arrière-pays également, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors, pour en avoir discuté avec Philippe Parent, il est dans une situation difficile parce que bien sûr, il est dans la situation où évidemment, une occasion comme ça révèle l'insuffisance des pompes pour évacuer à la mer les excès d'eau et donc c'est effectivement la bonne opportunité pour demander des moyens supplémentaires pour améliorer les pompes, ce qui est une vraie nécessité, c'est pas du tout du bluff, c'est vraiment nécessaire. Mais en même temps, c'est il peut pas être dans la situation où il va accepter d'en faire un ouvrage régional d'assainissement. Donc c'est là-dessus que moi j'attire la sonnette d'alarme et les vrais problèmes, ils viennent du fait que c'est ce que j'appelle ici les acteurs, ne fonctionnent pas sur le même pas de temps. Je vais vous expliquer que le relief, il évolue, il est sans cesse en train d'évoluer, il est toujours en train de bouger actuellement et on commence à en dégager la mise en évidence de plus en plus. Le niveau marin, il évolue aussi, également pour des raisons géographiques liées à la tectonique des plaques et liées à la dynamique, au fonctionnement, à la mécanique planétaire, tout simplement. Ça, c'est un facteur très important aussi qui n'est pas toujours pris en compte. Ça dépend à quel niveau on se place. Et puis, évidemment la météo, ça je ne veux pas revenir dessus, c'est clair et l'ensemble des vivants, bah, ils ont un fonctionnement saisonnier certes, mais en particulier l'espèce humaine, elle a pris l'habitude de considérer qu'elle pouvait faire que le substrat ne bouge pas et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait, là où elle voulait. Eh bien non, il faut apprendre à connaître les mécanismes de friction avec les autres acteurs pour mieux s'adapter, parce que la seule solution, c'est effectivement de s'adapter.
Un petit peu de recul d'abord à l'échelle de la région pour regarder l'ensemble du réseau hydrographique. Ce sont des cartes qui sont réalisées par le CAUE du département du Nord et qui, dans un système qui est maintenant ouvert plus largement au niveau national. Cette carte-là permet de montrer, même à des gens qui ne sont pas du tout géologues, que la densité des cours d'eau déjà révèle les territoires qui sont peu perméables et donc qui ont une propension à l'inondabilité. Heu, on oppose bien la plaine maritime à la Picardie, par exemple, où la craie est dominante à l'affleurement et du coup, bon, c'est beaucoup plus perméable et il y a pas les mêmes problèmes. La deuxième information, ce sont les lignes de partage des eaux et là, les lignes de partage des eaux, il ne faut pas de grand clair pour avec un peu d'observation, constater que c'est curieux cet arrangement. On a ici une espèce de triangle autour de la Somme avec, un système hydrographique très bien réglé, drainé vers la Manche, bon c'est clair. Il y a le système qui va vers les Pays-Bas et la Belgique, c'est le bassin versant de l'Escaut, c'est l'essentiel du bassin versant de l'Escaut avec un affluent majeur qui est la Lys. Et puis, orienté vers le nord-est et puis le système qui est bloqué ici et qui est, drainé par la l'Oise, qui constitue une espèce de gouttière ici, que je suis en train de suivre avec ma flèche, v pour venir, collecter toutes les eaux de la Champagne et d'une partie de la Lorraine, pour venir les rejeter dans la Seine et l'évacuer vers la Normandie. Alors on peut se dire que, en à première vue, puisqu'il s'agit de ruissellement d'eau de surface, on pourrait se dire que, bah, c'est donc ici, il y a un point triple qui doit être le point culminant et que les eaux de surface, sont distribuées de façon rayonnante autour de ce point. Bah, un moyen de s'en apercevoir, c'est d'ajouter le relief et si on ajoute le relief, là on a un souci. Là, on a un souci parce qu'on se rend compte que c'est pas le point culminant régional. Le point culminant régional, sans surprise, il est sur le massif ardennais, ici, à 295. Le point suivant, il est, eh ben, à côté de Château-Thierry. C'est un peu surprenant, c'est presque au centre du bassin de Paris. Le troisième point, il est ici à Formerie, près de la Normandie. Il est, ben, contrairement à ce qu'on pour ceux qui connaissent bien les cartes peuvent reconnaître ici la boutonnière du Pays de Bray, qui est, dont on pourrait penser qu'elle est un relief. Et ben, le point culminant, il n'est pas dessus et en plus, la ligne de partage des eaux qui est là, traverse cette, boutonnière du Pays de Bray comme si de rien n'était. Et alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, hein, Pinchemel, dans sa thèse en 54, l'avait déjà mis en évidence et s'en étonnait également. Pour l'instant, personne n'a d'explication claire là-dessus. Alors on commence à avoir des idées quand même. Et enfin, quand même, il faut aller au quatrième point dans l'ordre décroissant pour arriver dans le Boulonnais et avoir un point culminant ici, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, voilà où on en est avec ça et ça veut dire quoi? Jean Sommet avait, remarqué aussi cette, inadéquation, ce hiatus d'organisation entre les eaux de ruissellement, c'est-à-dire la l'organisation du réseau hydrographique et la topographie. Mais il n'en avait pas tiré les conséquences, mais parce qu'il n'était pas géologue. Bon, mais il faut dire que c'est pas simple non plus, puisqu'on on est heu, sur des massifs qui sont un petit peu compliqués et la réponse elle est géologique, mais elle traduit ce hiatus traduit le fait justement que la morphologie actuelle se modifie et se déforme actuellement, lentement bien sûr, mais ça se déforme en permanence et ça se déforme suffisamment pour que le réseau hydrographique, qui est évidemment l'élément le plus facilement adaptable, puisque c'est simplement un fluide, eh bien s'adapte aussi au fur et à mesure. Et donc le réseau hydrographique n'est plus aujourd'hui strictement calé sur le relief, même si ce relief est faible. Alors, très rapidement, je ne vais pas commenter, hein. Voici la carte géologique, de surface de la région.
c'est essentiellement la craie qui est appuyée sur le massif ardennais ici, et puis ici on a l'anticlinal du Boulonnais avec les îles qui se continue dans les îles britanniques là derrière, et l'ensemble bassin de Paris, bassin de Bruxelles, jusqu'à la base du tertiaire, c'est-à-dire à peu près dans cette période-là, euh, jusqu'à la base du tertiaire, pardon, et ici, la fin du tertiaire, c'était un seul et même ensemble. Et la plupart des dépôts sont communs, répondent à une même logique sédimentologique. Et puis, vers la fin de l'Éocène, il y a eu une crise de déformation qui a produit, entre autres, l'anticlinal du Pays de Bray ici, mais aussi l'anticlinal du Boulonnais, et qui a conduit à dégager tous les terrains tertiaires. C'est pour ça qu'ici, on voit la craie apparaître, simplement grêlée de buts témoins du tertiaire. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on a compris l'essentiel de la géologie régionale. Et donc, du coup, moi, je balade partout à peu près ce schéma, sans échelle, bien sûr, mais ce schéma qui résume la relation à l'eau, la composition et la relation à l'eau de tous les terrains qu'on peut trouver dans une frange qui est dans la plupart des terrains entre 10 et 30 mètres d'épaisseur, pas plus. Et il faut aller dans les monts de Flandre pour que cette épaisseur-là atteigne les 100 mètres, dépasse les 100 mètres. Mais sinon, c'est entre 10 et 30 mètres. Le point important, c'est donc la craie, qui est l'aquifère majeur. Et là, je reprends les deux concepts bien expliqués, très très bien expliqués par Benjamin Lopez dans le précédent webinaire. Il s'agit ici d'un aquifère capacitif et inertiel, et donc qui ne réagit pas immédiatement à la pluie, mais avec un petit peu de temps, avec un peu de résilience, on a une réponse quand même importante. C'est important d'expliquer à tous nos interlocuteurs vraiment la grande importance de ce niveau de craie qui est l'aquifère régional, parce que dans la région, on est géré pour l'essentiel par l'Agence de l'eau Artois-Picardie, dont le territoire ne comporte pas de grands fleuves avec un étiage suffisant pour autoriser des prélèvements. On n'a pas le Rhône, la Loire ou la Garonne. Et donc, l'essentiel, quand je dis l'essentiel, c'est entre 75 et 80%, 85%, ça dépend des endroits, de l'alimentation en eau vient de la craie, c'est souterrain. Le deuxième niveau qui contient de l'eau, c'est les terrains tertiaires. Alors là, j'ai évoqué le fait que le tertiaire était bien développé en Belgique, la couverture tertiaire est bien développée du côté de Bruxelles en Belgique, et un peu moins, mais l'est aussi du côté de Paris, en approchant vers Paris. Au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais, à cause de l'anticlinal du Boulonnais, cette couche a été très amincie, érodée. Et puis après, on a eu la période glaciaire qui a laissé, curieusement, peu de choses, mais des couches de limon. Je ne vais pas dire une, parce que mes collègues ils vont pas être contents, mais des couches de limon. Tout le monde dit qu'il n'y a qu'une seule couche parce qu'elle n'est pas très épaisse. Selon les endroits, elle varie de 1 à 20 mètres à peu près. Et il y a même des endroits qui en sont encore complètement dépourvus. Donc là-dedans, il y a un petit peu d'eau, c'est très variable, il n'y a pas de quoi faire une ressource. Dans les sables, il y a des ressources locales qui aujourd'hui ne sont plus du tout considérées comme étant potables. Mais ça a été pendant des siècles, surtout en Flandre, euh, les sables ont servi d'alimentation pour la population. Là, je vais passer très vite parce que tout le monde connaît ça, mais avec tous nos interlocuteurs et depuis que j'ai été sollicité, j'ai commencé à être sollicité il y a un an, j'ai très vite compris qu'il fallait absolument refaire ces dessins-là et prendre le temps de les expliquer. Donc, le profil en long, deux principes, la notion de point de rupture, on va le voir tout de suite après, qui est très importante ici, notamment pour la région de Saint-Omer, et puis le profil en travers, surtout
pour expliquer avec le profil en travers réalisé dans la zone de sédimentation que pourquoi la plupart des fonds de vallée sont plats. Et c'est quand même un critère que tout le monde peut voir. Alors c'est vrai que les fonds de vallée plats, c'est génial pour les constructeurs, parce que c'est pas trop compliqué à venir, construire de n'importe quel bâtiment, que ce soit, aérien ou souterrain, à partir du moment où c'est plat. Bon, c'est un peu plein d'eau, c'est vrai, ça c'est normal, ce sont des alluvions. Mais, le problème aussi des alluvions, c'est que ça vient se mettre en place de façon épisodique, un coup de temps en temps. Et le principe, j'ai trouvé maintenant mon image pour l'expliquer à tout le monde et ça passe. C'est le ragréage. C'est le principe du ragréage. Qu'est-ce que c'est qu'une nappe d'alluvion? C'est jamais qu'un fluide chargé qui va étaler ses graviers sous l'effet de la gravité, de la pesanteur. C'est tout. Je ne rentre pas ici dans les détails de la dissymétrie de vallée. Là, c'est un sujet sur lequel qu'il y a encore à discuter, sur lequel je suis en train de travailler. Mais le point important, c'est donc cette notion de li mineur, li majeur est marquée par les alluvions. Autrement dit, a priori, en toute rigueur, là où on a un lit majeur marqué par les alluvions sur les cartes géologiques, ça veut dire que ce sont des zones potentiellement inondables et il n'y a pas besoin d'une loi pour ça, il suffit de regarder la carte. Et puis la sagesse populaire, bien souvent, mais elle se perd. Voilà. Alors, 3 exemples, trois sites qui ont été vraiment importants. Un premier site qui est aux sources officielles de l'A, à la source officielle de l'A, du côté de Bourte. On est sur le haut du Boulonnais, presque pas tout à fait à la ligne de crête, hein, Alpine, qui est le point culminant à 212, là, c'est environ à peu près 2 à 3 kilomètres plus au nord que cette carte-là. Et cette carte-là, bien, euh, la source officielle de l'A est ici, à Bourte. Et la première fois que j'ai entendu que Bourte était inondée, je me suis dit: «C'est pas vrai, c'est une blague». J'ai eu l'occasion dans ma jeunesse d'aller, faire 2 saisons de moisson dans le Haut-Boulonnais et quand vous voyez sur l'image satellite un parcellaire extrêmement petit, c'est normal. C'est pas la bosse ou la brille, hein. Le relief est tellement variable qu'il est et puis la pente bien marquée, qu'il est difficile d'avoir de très grandes pièces. Mais ceci dit, je suis pas allé rechercher des images satellites, non pas satellites, mais des photos aériennes, des années, d'avant-guerre, mais la densité de terrain aujourd'hui mis en culture est devenue extrêmement importante dans ces parties hautes-là. Et qui dit mise en culture, forcément avec le schéma que je vous ai montré avant, ça veut dire, un travail dans la petite frange des limons et éventuellement les sables supérieurs ou la tête altérée de la craie. En tout cas, dans la frange des limons, c'est-à-dire des granulométries extrêmement fines et donc très mobiles par rapport à l'eau de ruissellement. Et l'eau, ben, on a dit l'aquifère, c'est la craie. La craie ici, elle est marquée en vert comme d'habitude sur les cartes géologiques, et donc on voit que si j'ai mis des tiretés, c'est parce que ce sont des cours d'eau qui ne sont plus permanents et ça, c'est un autre problème parce que historiquement, la source était ici. Ça veut dire qu'il y avait effectivement de l'eau permanente à partir d'ici, mais là maintenant, la présence d'alluvions, il y a d'ailleurs un petit plâtras d'alluvions anciennes qui se trouve ici, mais les alluvions modernes, elles sont un petit peu en aval et c'est pas le seul endroit, c'est ça me je suis en train de réfléchir aussi là-dessus. C'est pas le seul endroit où on constate que la source migre vers l'aval et ça me paraît être une observation importante qu'il faut essayer de contrôler dans la plupart des pays. C'est pas n'importe quoi et c'est peut-être pas uniquement dû au réchauffement climatique. Ça doit intervenir, mais ça ne suffit peut-être pas. Autre exemple, donc là avec Bourte, là, c'est la zone de départ des sédiments qui sont érodés.
Autre exemple. Alors là, celui-là, bon, je n'ai pas fait que des amis avec ça. Euh, on est à Saint-Omer. Là, c'est simple. À Saint-Omer, on est au point de rupture. Ici, Blandec, c'est à la base de la pente, c'est-à-dire sur le versant de l'anticlinal du Boulonnais. Et là, on passe à la plaine. Et donc, pourquoi Blandec s'est installé ici? Ben, c'est simple. Blandec s'est installé ici à partir du 10e, 11e siècle, c'est-à-dire quand la technologie des moulins à eau est arrivée en Europe occidentale. Et en moins d'un siècle, tous les territoires d'Europe occidentale se sont couverts de moulins là où c'était possible. Et donc, Blandec n'a pas échappé à ça. Il y a toujours actuellement des moulins qui fonctionnent. Bien sûr, au cours de leur vie, depuis 1000 ans, il y a dû y avoir un certain nombre d'inondations qui ont dû se produire. Mais on voit bien que le lit majeur, il est quand même pas si vaste que ça. Et ceci dit, quand on compare Blandec aujourd'hui sur une image satellite qui doit avoir 2 ou 3 ans, et puis cette image-là, la carte géologique a été publiée en 68. Donc le fond topo, il date à peu près des années 65, hein. Et 60, ouais, c'est ça, entre 63 et 65. On voit l'occupation du sol. Saint-Omer est ici. Saint-Omer est sur une bosse. C'est sur une bosse sur laquelle il y a un peu de sable. Pourquoi? Historiquement, c'est très simple. On est dans la partie nord-ouest et on est en bordure de l'anticlinal du Boulonnais, sur la retombée, et on a une rivière ici. Donc les gens qui sont arrivés là, les premiers qui sont arrivés là, ils ont vu des terrains qui étaient un peu marécageux, des terrains plats, ils en ont fait tout de suite une occupation agricole, et en plus, cette bosse-là, du point de vue défense, elle se prêtait bien, c'était tentant, c'était facile. Et entre le 4e et le 8e siècle, on a eu les invasions, on était comme les Anglais, enfin les Anglais, c'était pas les Anglais à ce moment-là, mais euh, comme les occupations de l'Angleterre, comme les occupants de l'Angleterre, on a vu déferler des différents groupes de Danois, Scandinaves, Norvégiens, etc. Bon, et les futurs Normands. Et c'est en même temps, c'est la période entre le 4e et le 9e siècle, c'est la période où on a une montée marine. Ça, elle est bien attestée. Elle est tellement bien attestée que il y a des fouilles archéologiques qui ont permis de montrer que des installations gallo-romaines avec des monnaies romaines, donc bien datées, ont été recouvertes par des tourbes qui ont accompagné cette transgression, et puis la régression qui a suivi. Donc, c'est bien connu. Sur la plaine maritime, c'est très bien connu. Et donc, toute la plaine maritime a été inondée. Au début, à la limite 9e siècle, 10e siècle, tout ça a été inondé. Et ici, le marais de Saint-Omer était aussi, jusqu'au début du XXe siècle, il était toujours atteint par les marais. Chaque marais se terminait ici quelque part. Il y a eu des travaux qui ont été faits à l'entrée du marais pour que pour arrêter ces influences d'eau saline et protéger le marais pour le maraîchage. Et bon, donc on voit bien qu'il y a une interaction extrêmement forte entre les activités humaines et puis la connaissance du sol et du sous-sol, mais on perd tout après la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, c'est clair, à croire que les progrès technologiques ont dû euh, instiller l'idée que ben, du coup, on pouvait tout faire, tout ce qu'on voulait, n'importe où, n'importe comment. On voit bien que la fameuse cristalline d'Arc, eh bien, M. Durand, il s'est installé au sec, ici, à l'abri, pas de problème. Par contre, la ville de Arc, qui, elle, s'est déjà installée vraiment à l'entrée, en plein milieu, on comprend bien que ce soit le passage, ça c'est logique. Mais si vous regardez la route entre Arques et Saint-Omer, vous regardez là, au début des années 60,
elle est à peu près libre et vous la regardez là maintenant et vous dites: «Où est l'erreur?» Voilà. Donc ça, moi, c'est ça qui me fait réagir. Je dis quand même, là, il y a suffisamment de connaissances et il y a suffisamment de capacité d'observation pour constater ça quand même. Donc là, il y a vraiment un gros souci, un gros progrès à faire et c'est pas un souci technique, c'est un souci psychologique et de prise en compte des observations. Je vais aller plus vite là maintenant. Donc là, on est maintenant sur le versant sud, à Montreuil. Montreuil-sur-Mer. Ah oui, tiens, bon, Montreuil-sur-Mer. Mais la mer, il y a des bateaux qui sont venus ici, mais il y a longtemps. C'était avant la fameuse transgression du 4e au 8e siècle. Et puis, les envahisseurs qui sont arrivés par la mer, justement, ils sont venus ici et ils ont détruit, Montreuil n'existait pas, ils ont détruit un port qui est très important dans l'histoire gallo-romaine, le port de Kentovic, et qui était ici, et dont on a retrouvé maintenant une partie des traces. Voilà. Et heu et ensuite, bah, du coup, Montreuil a construit ces fameuses fortifications bien connues de Jean Valjean et de Victor Hugo et puis, en même temps, lorsque la mer s'est retirée, plus les travaux humains, eh bien, tout ça, ça s'est comblé et ce limageur, il est évident, là, sur la carte. Si vous comparez ça, j'ai pas mis l'image satellite, mais si vous comparez ça à l'image satellite actuelle, eh bien, vous constatez qu'ici, tout ça est plein d'habitat et ici, ce qui n'était initialement un passage à gué, un petit peu jalonné, aujourd'hui, c'est complètement noyé. Et le maire de la Caloterie, qui a un peu gesticulé devant les caméras, il aurait bien fait de constater que son village historique, il est sur la berge et il n'est pas au milieu du limageur. Aujourd'hui, il est au milieu du limageur. Pour la suite, on va aller à l'amont de cet affluent-là et on va aller voir cette fois en haut ce qui se passe. Alors, au départ, je n'avais pas mis ça dans ma présentation. Ça, c'est une photo que, j'ai tirée il y a 10 ans, en 2012, après une période pluvieuse, novembre 2012, après une période pluvieuse et allant à Montreuil, passant sur la route, j'ai une petite route départementale et je vois tout d'un coup une buse et puis un point d'eau comme ça et puis évidemment le cours d'eau qui descend à travers le champ. Il avait été ensemencé, ça commençait à pousser et bien entendu, j'ai bien fait, j'étais bien inspiré de tirer cette photo, qui montre, on n'arrête pas de le répéter au cultivateur, mais bon, vous voyez, votre terre arable, comment elle est ramassée et où est-ce qu'elle s'en va? Et quand on voit un agriculteur qui s'excite devant la télé avec, une pelle mécanique, hein, pour, retirer de la terre, dans le cours d'une rivière, j'ai bien dit, hein, pas d'un canal, et bien, effectivement, moi, je voudrais bien lui dire, «Venez voir, c'est d'ici que ça vient de vos champs». Donc, bon, passons là-dessus, mais je me suis décidé à vous le mettre à cause de ça. C'est-à-dire que, heu, la carte géologique, elle n'est pas explicite, évidemment. Il y a rien sur la carte géologique, ça, c'est moi qui l'ai redessiné. Donc ça, c'est la carte géologique, des années 60 et on voit bien que la craie et tout ça, c'est le limon et la craie émerge du limon dans la vallée, là, dans le fond, après un peu en contrebas des arbres. Mais il se trouve que, heu le BRGM a actualisé l'image satellite qui a été prise et qui est sur le site, sur son application InfoGéol et c'est, actualisé avec une image prise en 2024 et cette image montre très bien ce qui est en train de devenir un vrai cours d'eau et c'est ça, c'est la même chose. Il y a 10 ans d'écart entre les 2. Et on commence à voir que d'autres petits bras sont en train de se distinguer. Là, je ne les ai pas surlignés parce qu'on aurait cru que je forçais, mais je vous laisse les voir quand même. J'en ai reporté un ici. Donc là, quand même, c'est banal comme exemple. C'est absolument banal, mais je pense qu'il faut faire réfléchir
un maximum de personnes, les agriculteurs, certes, mais aussi tous les responsables des collectivités ou des constructions. Pourquoi? Regardez, on a redressé ça pour éviter ce virage, alors que la source naturelle, elle devait se faire ici. Donc, du coup, on était obligé de faire une buse pour que ça passe en dessous, parce que sinon, ça faisait un lac ici, épisodique, c'est vrai, c'est pas permanent, mais du coup, j'ai essayé de dessiner une coupe géologique. Et alors, c'est pas à l'échelle, hein, mais c'est fait de façon à bien voir les relations angulaires entre les différents ensembles. On a très bien, heu, dans en dessous du cours d'eau là, donc du nord-ouest ici à gauche vers le sud-est à droite, on a très bien ici la couche, ce qu'on appelle les dièves, qui sert de mur pour l'aquifère de la Craie. Le début de l'aquifère de la Craie, la zone C3C, hein, qui est en partie perméable, et puis ensuite derrière le C4 qui lui est très perméable, c'est la craie classique. Ça fait le C3C, c'est de l'ordre de 15-20 mètres à peu près, pas plus, et la route qui est à peu près là. Et le niveau d'eau, il suffit que le niveau d'eau varie, et puis on va avoir de l'eau qui va émerger épisodiquement en fonction des. Là, on est à proximité de la surface, donc en fonction des conditions météo, et en période très pluvieuse, même si c'est avec quelques jours de résilience, il va y avoir émission et évidemment ça va descendre. Et visiblement, ça n'a pas l'air de gêner les agriculteurs du tout. Mais quand on leur dit que c'est leur terre arable qui s'en va et qui va justement occuper les parties aval des rivières, au mieux, on a un petit sourire. Alors, pour dernière phase, eh bien, je reviens sur mon estuaire. Maintenant qu'on a vu quelques éléments, on va essayer de remettre ça en perspective de temps. Dans un premier temps, 3 séquences. Une première séquence qui est la construction de l'anticlinal du boulonnais, c'est-à-dire la construction du relief. Et au fur et à mesure que le relief est réactivé, au fur et à mesure, bien sûr, il génère des pentes et donc des ruissellements ici, côté nord, et d'où la mise en place de tous les cours d'eau qui sont ici, qui sont très nombreux et qui viennent s'accumuler avec ici donc une espèce de gouttière qui va récupérer ici, et puis de l'autre côté, c'est la Lys qui va récupérer, et tous les affluents qui vont descendre du versant nord de l'anticlinal. Ici, je n'ai symbolisé que quelques couches. En plus, oui, je vais le dire après. Alors au-dessus, une fois que l'anticlinal est sorti, eh bien, au-dessus, puisque l'anticlinal est devenu aérien, voilà, puisqu'il y a un relief, eh bien, à l'avant, le bassin marin, il est repoussé un petit peu devant et il va progresser vers le nord. Et dans tout cet espace-là, s'accumule toute une série de couches. J'en ai mis 2 ici pour symboliser, pour laisser voir la plaine maritime en dessous, mais vous imaginez que ceci repose directement sur la craie, et de telle sorte que la courbure qui est là permet d'avoir sur la tranche, on voit les terrains qui sont ici. Les plus anciens sont là, et puis ici, et le contact entre la craie et puis les terrains de couverture, il jalonne ici en bas. On a vu tout à l'heure que Saint-Omer était justement sur une butte témoin de ces premières couches. Voilà. Et la troisième séquence, eh bien, c'est à chaque fois que le processus de relief est réactivé, on a tout, et puis s'il y a des conditions météo qui le permettent, on a des épisodes d'écoulement fluviatile, torrentiel, ça dépend des conditions météo. Pendant la période du néogène, c'est-à-dire oligocène, miocène, qui est une période très chaude, on a des terrains qui sont très secs, on est dans un climat de type périméditerranéen, voire saharien, et on a donc des torrents qui dévalent et qui vont pas loin. Ça doit être des oueds ou des choses comme ça. Ça va pas très loin, ça va pas forcément jusqu'à la mer. Il y en a avoir quelques-uns qui vont jusqu'à la mer, mais pas tous. Et puis, ça donne, la mer doit être à peu près ici, puisque on va avoir des cailloutis
qui vont être, qui vont ensuite, dans des conditions météorologiques très chaudes, et qui vont être imprégnés de fer, d'oxyde de fer, et qui vont donner des encroûtements ferrugineux. Ça, c'est de l'altération pédologique, hein, classique, mais qui est probablement, d'après un collègue belge, Rick Oothuis, eh bien, c'était le rival. Ce qu'on appelle les monts Flandres aujourd'hui sont coiffés par les témoins d'un rivage qui doit dater de la période probablement Miocène. On n'a pas de datation précise. Mais après, on a les glaciations. Et au cours des glaciations, on n'a plus du tout le même climat, mais on a aussi des épisodes qui sont bien marqués, qui sont répétitifs. Là, c'est la vallée de la Somme qui sert de référence. On sait que dans le dernier million d'années, on a eu une dizaine de glaciations, à chaque fois avec des périodes de dégel, de fonte, et qui ont aussi alimenté des systèmes fluviatiles qui sont venus tout recouvrir. Et c'est pour ça que, pour l'instant, ma proposition, c'est de dire que le même mécanisme a fonctionné à plusieurs reprises, mais dans des conditions climatiques différentes, selon les périodes. Donc, si on veut essayer d'avoir une petite idée de la période, on peut résumer comme ça. D'abord, vers la fin du Crétacé, déjà le début de l'émergence de l'anticlinal, ça on le sait par les érosions observées. Ensuite, toute la période de dépôt de la base du tertiaire, de dépôts détritiques, tous les dépôts détritiques qui sont ici, et qui se continuent en Belgique et aux Pays-Bas. La série est complète en Belgique, absolument complète. Et je continue. Et ensuite, ça dure jusqu'à à peu près 3 millions d'années, mais là, on a un grand trou d'enregistrement. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il faut aller voir justement dans le nord de la Belgique et aux Pays-Bas pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais là, on n'a que l'enregistrement marin. L'enregistrement des dépôts équivalents continentaux de l'époque, on n'en a plus de trace du tout. Justement, c'est une des raisons, c'est un des arguments à utiliser pour dire que ça continue à se déformer, que ça doit continuer à bouger. Voilà. Et dernier, donc j'ai dit les 3 derniers millions d'années, dont le dernier million d'années dans la vallée de la Somme. Là, on a essentiellement les dépôts aériens, la couverture limoneuse qui vient tout estomper, qui va estomper tous les reliefs. Alors, juste un petit mot pour évoquer le contexte de ça et le rendre un petit peu crédible, enfin, en vite. Il y a 3 millions d'années, il se produit autour du pôle Nord à peu près la même chose que ce qui s'est passé il y a 34 millions d'années autour du pôle Sud. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui est ouvert, et du coup, il y a un espace libre autour du pôle, un espace marin libre autour du pôle, et du coup, il y a des courants marins qui tournent autour du pôle, qui isolent le Groenland, et du coup, il y a les précipitations d'hiver ne fondent jamais, et peu à peu, il y a une calotte glaciaire qui se met en place. Cette calotte glaciaire va progresser jusqu'à avoir cette dimension à peu près exceptionnelle, très grande, mais qui s'est produit une fois ou deux. Euh, Sinon, il y a autant de calottes glaciaires au Canada, en Sibérie, au Groenland, bien sûr, Scandinavie, et puis le nord des îles Britanniques. Et aujourd'hui, que ce soit le Saint-Laurent et les Grands Lacs, toute la chaîne des Grands Lacs, et puis de l'autre côté aussi, ça jalonne à peu près. Et ici, c'est à peu près la Baltique et le sud de la mer du Nord et la Manche qui jalonnent ça. Du coup, si on regarde de plus près ce qui nous intéresse, et là, j'ai quasiment terminé. Eh bien, j'ai marqué ici la limite sud de la banquise il y a à peu près 450 000 ans. Et les glaciologues nous disent, enfin les archéologues nous disent que c'est la trace la plus méridionale de cette banquise. La dernière, il y a 20 000 ans, lorsque le niveau de la mer était 120 mètres plus bas, c'est-à-dire à peu près ici, la mer d'Iroise c'était
c'était le platier. Eh bien, tout ça a été à sec, bien sûr, et ce qui est les parties claires, là, c'est la glaciation il y a 20 000 ans, c'est-à-dire au début du réchauffement climatique actuel, dans lequel on est, l'interglaciaire dans lequel on est maintenant. Et donc, à cette période-là, depuis 20 000 ans, d'abord, je vais trop vite là. Euh, Ici, j'ai reproduit un travail qui a été fait depuis maintenant, ça fait bientôt 20 ans, tout doucement, cette idée a émergé que l'anticlinal Wild Artois boulonnais, le boulonnais est ici, hein, l'anticlinal Wild Artois boulonnais a constitué une barrière au sud de ce qui allait être la future mer du Nord. Et cette barrière empêchait l'eau de sortir. Mais c'est pas grave parce que les eaux continentales ici, de l'Europe du Nord, s'en allaient rejoindre l'océan par le nord, puisque la mer était vers le nord. Mais lorsqu'il y avait les îles Nantis, lorsqu'il y avait lorsqu'il y avait les calottes glaciaires, eh bien du coup, il y avait un barrage ici. Et l'eau s'est accumulée derrière et a formé des barrages, a formé des lacs. Et à l'occasion des travaux de tunnel sous la Manche, on a fini par démontrer une idée qui traînait mais qui n'avait pas de preuves. Là, maintenant, on les a. Et donc, ce lac a fini par déborder au-dessus de l'anticlinal, qui ne devait pas être bien haut, hein, il devait être à 150 mètres, 200 mètres, quelque chose comme ça, pas plus. Et le lac a débordé et a découpé, autrement dit, le détroit du Pas-de-Calais, c'est une cluse, c'est tout simplement une cluse en travers d'un anticlinal franco-anglais. Et le fleuve Manche a fonctionné, qui est maintenant connu comme tel, le fleuve Manche, il a fonctionné au moins une première fois vers 450 000 et sans doute une deuxième fois vers 160 000. On a d'autres traces qui font l'objet de travaux supplémentaires actuellement. Et pour aller dans le même sens, euh, la dernière, le dernier épandage éolien périglaciaire de Limon, eh bien, il est reporté ici. C'est le travail de Antoine et autres, ceux qui ont travaillé sur la vallée de la Somme, hein, la vallée de la Somme est ici. Donc, ce croissant éolien est ici au large de la calotte glaciaire. Et dernier élément que j'ajoute, moi, en tant que tectonicien, eh bien, le bombement qui a été marqué ici et que Wins a évoqué en 2014 dans l'actualisation du travail sur le bassin de Paris, sur la géologie du bassin de Paris. Ce moment, il est bien connu au Miocène, comme étant fonctionnel au Miocène. Il est dû effectivement à la poussée du continent africain qui permet la surrection des Alpes, de l'ensemble de la chaîne alpine, et en même temps, ultérieurement, puisqu'il est maintenu, on sait maintenant que euh, le système de contraintes actuel du nord-ouest européen, il est orienté à peu près à nord 150, c'est-à-dire il est à peu près dans la direction des cours d'eau. Donc l'existence de ce bombement déjà au Miocène et toujours fonctionnel actuellement, le réseau hydrographique européen, tout ça est cohérent pour dire que, pour établir le lien avec un lien de causalité avec le télescopage de l'Europe, de la plaque européenne par la plaque africaine. Je me suis écarté là, effectivement, du Nord-Pas-de-Calais, donc je vais revenir là-dessus, mais ça me semblait important de terminer là-dessus pour montrer pour comprendre qu'il y a une logique et répondre aux gens qui nous disent que c'est absolument immobile, dire que ça bouge sans arrêt, mais maintenant on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, on comprend la logique et on comprend que cet estuaire, eh bien, il est destiné à rester un estuaire, même si de temps en temps, il va s'ensabler un peu plus par le système même des courants marins et des distributions hydrographiques.
Donc, c'est à prendre en compte pour tous les aménagements. Et je ne fais pas de dessin à propos de Dunkerque. Et les deux EPR que notre président de région a commandés, c'est ici. Les Gigafactories, c'est également là dans le secteur. Donc, on peut construire, il n'y a pas de problème. Il y a des régions dans le monde où on sait construire et travailler sur l'eau. Simplement, pour terminer par une demi-boutade que m'a donné un chef d'entreprise à un moment donné, en disant, ben, pour construire notre usine, notre atelier, on n'aura pas de souci. On s'installe 5 mètres plus haut et c'est tout. Mais qu'est-ce que je donne à mon personnel pour qu'ils viennent travailler? Une barque ou bien une voiture? Voilà, je vous remercie. Merci, Allô? Monsieur Méliès, pour votre intervention. Pour le moment, on n'a pas de questions. Vous pouvez les écrire sur le chat. Alors, je dis merci à Bernard Barraquet, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler un petit peu. Je peux, si vous m'entendez, je suis en Oui, train de vous écrire. Mais puisque je vais poser ma question oralement, j'ai travaillé récemment avec la communauté urbaine de Dunkerque à oui, propos de leurs projets à la fois de maîtrise des submersions marines, mais aussi, apparemment, plus récemment, ils ont des problèmes de sécheresse aggravés avec des problèmes de dessiccation des sols. Et du coup, ils sont en train d'essayer de négocier avec les agriculteurs de la plaine maritime, enfin des sections de Watrin qui sont chez eux, euh, qui laissent plus de terrain en zone inondable, en marais qui rendent des terrains à l'humidité et en leur payant, en les compensant en payant une partie ou la totalité de leur cotisation à l'institution des Watringues de Monsieur Parent. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Comment est-ce que vous pensez, parce que on m'a dit ça, ils m'ont dit ça parce qu'en fait, ça correspond au fait que Parent, lui, dit, on ne pourra jamais évacuer toute cette eau dans des crues aussi exceptionnelles que ce qu'on a eu à la mer, même en augmentant la capacité de pompage. Donc, il faudra faire autre chose. Voilà. Donc, je voulais vous faire réagir là-dessus. oui, c'est vrai. Merci de votre précision, mais oui, oui, c'est vrai. Ben, je n'ai pas pris la bonne image. Oh, c'est Euh, pas grave. euh, voilà. Je voulais dégager ça. Ouais, Je n'ai pas parlé tout à l'heure, non. mais dans ce territoire, cet estuaire, il est comme les autres estuaires qui sont le long de la Manche. Il avait un cordon littoral qui peu à peu a gagné vers le nord. Ça, c'est pour des raisons simplement de courant marin, etc. Bon, Alain Transo expliquera ça. Les courants marins descendent de la côte, le long de la côte anglaise et remontent le long de la côte franco-belge. Donc, ils viennent du sud-ouest. Et donc, ici, le courant marin qui ensable tout, il passe ici. Et donc, du coup, on a des flèches qui se sont développées là. Ceux qui connaissent bien la vallée de la Somme, c'est pareil, la flèche du Hourdel, c'est une flèche qui est en train petit à petit de fermer l'estuaire de la Somme. Ça s'est passé comme ça ici aussi. Et là, il nous reste un œil qui s'appelle, le nom c'est les Mouères. Ouais. Alors, il paraît que le mot descend d'un mot scandinave qui signifiait mare. Bon, je veux bien. Ben, vous Euh, avez l'équivalent en anglais, c'est les moors. En anglais, le ah oui, mot moors, on d'accord. les trouve vers la pointe de la. Ah, je ne vais pas le retrouver le terme. Oui, enfin, au sud du pays de Galles, hein. Il y a des D'accord. moors. Levels and Moors, ça s'appelle. Et il y a toute une politique de gestion en commun de l'eau qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et Alors, là, c'est pareil, je pense. l'ingénieur Cauberger, Ouais. qui a mis au point le système actuel, le principe des wateringues actuels, il a acquis, il a mis au point son dispositif sur le secteur des Mouères. Mm. C'est une ancienne lagune qui aujourd'hui est en dessous, en permanence, en dessous Ouais. du niveau de côte de la haute mer, Mm. en permanence. Et il y a quand même un patelin qui est dedans.
Au départ, c'était de la terre agricole. Il y a quand même un patelin qui est dedans et qui continue à construire. Donc, c'est une bagarre permanente. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'y participer dans ma fonction de l'époque pour essayer de dire qu'il faut arrêter de construire et de développer ce patelin. Au contraire, il faut organiser sa sortie Ouais. de façon à restituer ce territoire-là à l'eau. Et alors après, on peut discuter ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on en fait une réserve d'eau? Est-ce qu'on le met à l'abri de l'eau saumâtre? Est-ce qu'on en fait une réserve de récupération des eaux continentales, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il faut en discuter. Mais effectivement, il faut encourager des retours à l'eau d'un certain nombre de territoires. Parce que, bon, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a tout le problème. La région de Dunkerque n'a aucune ressource en eau potable directe. La région de Dunkerque est à cause de l'eau saumâtre qui passe en dessous, qui arrive par les sables en dessous. La région de Dunkerque est obligée d'aller piquer de la flotte dans la retombée du Boulonnais, ici, derrière, et par un système de tuyauterie qui passe ici, à Watt d'ailleurs, avec un relais qui est ici. On amène l'eau dans un réservoir qui est à Watt, et là, par gravité, ça dessert le système de Dunkerque. Ouais, C'est quand même un système qui est fragile, quoi. tout à fait. On Mais a une quand autre vous parlez des question. Moers, pardon, les Moers, c'est partagé avec la Belgique, hein, ça s'étend des deux Oui, côtés de la frontière, ce qui oui, en complique plus. encore plus les choses, je crois. Voilà, les négociateurs du traité de Ryswick, et ils ont été excellents parce qu'ils ont fait en sorte que ce problème-là devrait forcément être figé, puisqu'il est de part et d'autre, le territoire est unique dans son fonctionnement, mais il est de part et d'autre de la frontière. Mm. Alors, on a une autre Donc question, la si vous solution voulez ne peut bien. être qu'européenne. La solution ne peut être qu'européenne. Donc, Oui. on a la question qui est comment peut-on garder cette eau, surtout sur nos territoires, puisqu'après les inondations, la sécheresse arrive. Et le territoire de Dunkerque fait venir son eau potable de loin. Faut d'abord, quand je pense, relativiser un peu les choses et puis réfléchir, comme le faisait Ghislain de Marcilly, et se dire que la sécheresse, c'est pas une certitude. En tout cas, c'est pas une certitude, même à l'échelle du siècle, c'est pas une certitude du tout. Qu'il y ait un régime saisonnal, qui évolue, certes, mais il faut beaucoup réfléchir. En fait, il y a tous les espaces qui permettent de le faire, ça. Pour stocker de l'eau, je viens de citer les Moers, mais il y a d'autres endroits où on peut aménager des espaces de stockage d'eau. On a essayé, mais on n'a pas été, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu de relais. On a essayé de dire que là, on n'a pas besoin de construire des grandes bassines, puisque avec les Mouers, par exemple, on l'a déjà, la grande bassine. Mais ce n'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent pour aller fabriquer des grandes bassines alors qu'on en a une naturelle. Mais il faudrait peut-être plutôt réfléchir à la façon optimale de l'organiser et puis de la valoriser, bien sûr. Ça, c'est clair. Voilà. Mais j'ai conscience de ne pas répondre précisément à votre question, mais la sécheresse, telle qu'elle a été connue au Miocène ici, euh, on n'y est pas encore, hein. Ça, je pense que c'est de l'ordre du millénaire, hein. C'est pas de l'ordre du siècle, hein. Alors, une autre question. Avez-vous des éléments sur le niveau des nappes pendant la période de novembre 2023 à mars 2024 et le temps nécessaire pour retrouver un niveau normal? Alors là, le BRGM a fait un outil remarquable qui s'appelle InfoNaP, qui est destiné à tous les smartphones et toutes les tablettes. Et cet outil permet à tout citoyen d'aller consulter dans un rayon de 20 kilomètres autour de son appareil, smartphone ou tablette, euh, l'état des nappes. Et ça, c'est remarquable. Et donc, on peut. Alors,
pour répondre un peu plus précisément à votre question, ben ici, moi, je regarde les nappes et j'ai fait un petit peu des cartes pour montrer autour de moi comment ça évolue. C'est clair que dans la craie, la nappe ici est reconstituée. Dans la craie, c'est plein. Dans notre secteur, c'est plein. Euh, le problème, c'est dans les sables, ben, l'eau n'est pas récupérable puisqu'elle est sur le secteur de côtier, elle est complètement saumâtre puisqu'elle est imbibée du coin marin. Euh, le temps de remplissage, euh, c'est Benjamin Lopez l'a bien expliqué la fois dernière. C'est la capacité de résilience, ça dépend, comme ici c'est surtout la craie, euh, l'eau transite à raison de quelques mètres par an, pas beaucoup plus. Donc bon, voilà, faut raisonner avec ça, mais faut vraiment travailler euh, point par point, site par site. Faut pas donner des, euh, faut pas donner des règles générales. Par exemple, je comprends bien que les administratifs et les politiques soient contraints par les limites administratives, mais si on donne une règle pour la région, même pour le département, c'est stupide, parce qu'en Avesnois, c'est pas du tout comme en plaine maritime sur le système côtier, quoi. Voilà. Il faut vraiment là être pratique. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a vu l'heure qu'il est, on va peut-être en rester là. Madame, je vais Oui. dire juste un petit mot à Monsieur Meillet. J'ai trouvé par chance, quand j'étais encore en activité à l'école des ponts, euh, le cours de Benjamin Nadeau de Buffon qu'il professait à l'école des ponts en 1850 et quelques. Et Ouais. dans ce cours, il y a un chapitre entier consacré au conflit entre le ministère des Finances et les Waterang de l'arrondissement de Dunkerque. Voilà. J'ai photocopié, enfin j'ai photographié les pages de ce chapitre. Et aussi, il y a un autre chapitre très intéressant qui est son point de vue sur les conflits entre juristes à propos de l'évolution du droit de l'eau en France et du statut à donner à l'eau. Et donc, je suis en train d'ailleurs de préparer un article plus complet. Mais j'avais publié quelque chose sur Nadeau de Buffon dans le numéro du centenaire de la Houille Blanche. C'est une note biographique sur lui. Euh, bon, voilà. Je Non, suis en train de retravailler là-dessus pour voir comment on a essayé finalement de. C'est surtout sur l'évolution différentielle entre l'administration de la plaine maritime côté français et en contrepartie aux Pays-Bas, où ouais. les Waterins couvrent le pays et elles sont richissimes et elles jouent un rôle politique et administratif essentiel. Ce qui n'est pas notre cas, parce que chez nous, quand même, les Waterins, enfin, l'institution des Waterins, elle est bien vulnérable, comme l'a remarqué la Cour des comptes, d'ailleurs. Mais elle est très petite. L'institution des Watering est très petite par rapport à la région, alors qu'aux Pays-Bas, c'est la moitié des Pays-Bas qui est concernée. Donc, Oui. Bah oui, sauf que si vous prenez, aux Pays-Bas, il y a 21 Waterring. ouais, Si vous divisez le territoire des Pays-Bas par 21, vous avez une taille qui est comparable à la taille du bassin de l'Aa. tout à fait. C'est un peu plus petit d'ailleurs que l'ensemble du bassin de l'Aa, Ouais, en ajoutant la partie en amont de Saint-Omer. ouais. Échange de bons procédés, M. Barraquet. Moi, je suis en train de travailler à une conférence que je vais donner dans le 8 octobre et qui m'a été commandée par la Société des sciences. C'est sur l'historique des inondations. Ouais, Et j'ai trouvé pour ça un bouquin fabuleux sur Gallica, la BNF, qui est l'historique des inondations du VIe siècle à nos jours étant 1863, ouais, publié par Maurice Champion. Et ce bouquin, il a été réédité par un établissement que vous connaissez bien, le CEMAGREF, en 2000, avec une préface de Leroy Ladurie, qui est très intéressante aussi. Voilà. ah, très Donc, bien, c'est très voilà. intéressant. Oui. Mais ouais, le CEMAGREF, aujourd'hui, c'est devenu l'IRSTEA, puis maintenant c'est fusionné avec l'INRA dans l'INRAE. Voilà.
Très bien. Il y a des passages écrits par le roi Ladurie, bien sûr, mais écrits par Maurice Champion et que je vais extraire comme ça, sans donner la référence tout de suite. On pourrait les On, croire. on- on sait qui c'était, Maurice Champion? On sait qui c'était? Alors, je ne sais pas exactement, j'ai pas Moi, je ne encore suis pas trouvé. hydrologue, donc Faut que je je ne sais pas. cherche. Faut que je cherche ça. Je ne sais Alors, pas encore. il a donc publié, c'est lui qui a écrit en 1863. Oui, son bouquin est en 6 tomes et publié entre 1854 et 1863. Mais c'est Michel Lang, dans l'Historie Indrae, la réédition du Maurice Champion, il y a une introduction par Denis Coeur et il retrace la biographie de Maurice Champion. Ah, bah, il faut que Ah, très bien. Il, ouais, Denis Coeur, vous il a savez fait qui tout c'est un Grenoblois, c'est un historien de la, d'accord. voilà. C'est notre historien de la SHF. Et bien là-dessus, on va conclure, puisque il est déjà 12h21. Ah, d'accord. Merci, Monsieur Méliès, pour votre intervention qui était très bien illustrée. Merci à tous pour votre attention. Le webinaire sera mis en ligne, comme je vous le disais, sur le site, sur la chaîne YouTube de la SHF, donc n'hésitez pas à vous y abonner. On a l'objectif de vous proposer un webinaire à la fréquence d'un par trimestre. Donc le prochain vous sera communiqué avec le thème et la date dans quelques semaines. D'ici là, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous transmettre, comme j'ai vu le sujet de la liane. Et si également vous souhaitez intervenir en tant que présentateur sur des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas également à me contacter. Toutes les infos sont sur le lien Zoom, enfin sur le mail que je vous avais envoyé avec le lien Zoom. Voilà. Donc merci à tous et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. À bientôt, Monsieur Méliès. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me renvoyer un mot sur unif-lille.fr. Il n'y a plus de numéro. unif-lille.fr, ok. Voilà, c'est ça. Merci. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir.